Messieurs, vous avez vu cette peinture. euh, Robert Lefebvre, vous devez le connaître un peu, il a fait plein de tableaux à l'époque du Premier Empire. Il nous présente à sa façon Marie Valeska, une blonde aux yeux bleus, qui a l'air toute douce. C'est l'une de ses qualités. Marie Valeska était douce et elle ne s'énervait pas par rapport à Napoléon. C'était différent. Et vous voyez, beau tableau. Bon, j'en dirai pas plus. Euh, je vous laisse savourer. Alors ensuite, on va tout de suite voir la Pologne. Alors la Pologne était immense par rapport à maintenant. Et vous voyez, ce qui est polonais, c'est blanc, mais ils viennent de subir un premier partage. Vous savez, les voisins de la Pologne, la Russie, l'Autriche et la Prusse, se sont partagés complètement le territoire de la Pologne à la fin du XVIIIe siècle. Et là, en 1772, il y a eu donc un premier partage. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez là, cet endroit-là, c'était avant, la Pologne, elle allait jusqu'à Smolensk. Et puis là aussi, c'était la Pologne, là, vous voyez. Et puis là aussi, c'était la Pologne. C'était immense, la Pologne. Et puis, elle était beaucoup plus à l'est, puisque ça allait pratiquement jusqu'à Smolensk. Là, je vous signale que c'est Kiev, je crois. Kiev. C'est-à-dire que c'est marqué bon, c'est pas marqué en français. Et donc, voilà. Alors, de nos jours, la Pologne, les Russes, enfin, les Russes et les Biélorusses en ont pris une partie. Et donc, elle est beaucoup plus à l'ouest. Alors, voilà, la Pologne a la naissance de Marie. Alors, oui, Marie Łasińska. Parce que le L, en fait, le L là-haut, vous voyez, là, on peut lire en français Latsinska, mais c'est un L barré. Oh, j'ai une belle-fille qui est polonaise, qui m'a appris des bribes de polonais. Et donc, le L barré se prononce WU. Bon, alors ça fait Łatsinska. C'est Z, ça fait Tse. Hein, tse. Alors, Łatsinska, voilà, son nom de jeune fille. Je voulais vous le signaler. Et alors, je peux également vous signaler, pour la petite histoire, que la femme de Louis XV s'appelle Leczinska. Et c'est presque pareil, à part que c'est un vrai L. Et après le L, il y a pas un A, il y a un E. Et puis, normalement, il n'y a pas un Y, il y a un I. Mais c'est presque pareil. Marie Leczinska, la femme de Louis XV. Je voulais vous le signaler. Ça fait toujours intelligent de le sortir lors d'un repas organisé par Jean-Claude. Bon, alors, regardez les trois partages. Je suis obligé de vous parler de la Pologne parce que c'est vraiment, enfin des partages même de la Pologne parce que c'est vraiment lié à Marie Waleska. Et alors, le premier, ben on vient d'en parler là du premier partage, d'accord? Vous voyez, le dessin est le même. Et puis après, en 1793, les Russes et les Prussiens, pas les Autrichiens, donc l'image du milieu là, les Russes et les Prussiens vont prendre ce qui est en orange. Donc Minsk, par exemple, chez les Russes, et puis Poznań chez les Prussiens. Et puis, catastrophe, dernier partage, 1795, vous voyez ce qui assurait, ce qui restait est pris par, d'une part, les Russes à l'est, le Vilnius, et d'autre part, les Autrichiens au sud, la Cracovie, mettons, et puis les Prussiens qui prennent carrément Varsovie. Ils sont vraiment pas gentils, hein, ces gens-là. Alors bon, alors voilà la carte, c'est au niveau du deuxième partage de la Pologne. Voilà, vous voyez, il reste plus elle est blanche là, elle a plus de forme, et donc il reste plus qu'à faire le dernier partage. Alors vous allez voir le dernier partage comment ça se passe. Voilà. Après le deuxième partage, donc 1793, il y a donc les Polonais se révoltent contre les Russes et il y a des batailles
Et comme les Polonais sont quand même en faiblesse, il y a. Est-ce que vous connaissez ce héros polonais qui s'appelle Tadeusz Kościuszko? Vous devez quand même le connaître un peu théoriquement. Et donc, il a essayé de se battre contre les Russes, et notamment un général russe très, très fort, hein, Souvorov. On dit parfois Souvarov, mais un type très, très habile, hein. Oui. Alors bon, alors il y a eu des massacres de Polonais en face de Varsovie. Je vais vous montrer une carte, une autre carte. Il y a eu donc les Russes ont tué 9000 habitants de Praga. Praga, c'est, enfin, si vous connaissez Varsovie, donc il y a la Vistule qui coule, et de l'autre côté de la Vistule, il y a un faubourg qui s'appelle Praga. On va voir. Et là, il y a eu Souvarov a tué 9000 Polonais, hommes, femmes, enfants, pauvres Polonais. Alors voilà, Kiernosia. Kiernosia, c'est la ville, le village natal de Marie Watsinska, pour parler comme il faut. Et je vous ai montré sa maison natale, là, et sa maison natale après le passage des Russes en 45. Ouais. Et donc le papa, vous avez eu le temps de lire, parce que je crois que j'ai oublié de le dire oralement, le papa de Marie est mort en 1794, lors de la révolte de Kosciuszko. Et la maman, Eva Watsinska, elle se retrouve seule pour élever, je crois, 3 garçons et 3 filles. Dans les garçons, bon, il y en a un qui s'appelle Bénédicte, qu'on va citer d'autres fois. Il y en a le plus jeune s'appelle Théodore, et puis les filles, bon, voilà. Bon, j'insiste pas plus. Souvent, par exemple, Théodore, sur la fin, va accompagner Marie Valeska, par exemple, à l'île d'Elbe, on le verra. Donc voilà, Kierniesia en 45. Alors voilà, je vous avais promis une carte. Regardez, là-bas, il y a Varsovie et Praga. Praga, c'est donc sur l'autre rive de la Vistule. Et puis, sur cette carte, vous avez Blonier, c'est encore un L. Blonier, Blonier. Bon, si on met le L français. Et qui est ici, on en parlera tout à l'heure, pour la rencontre entre Napoléon et Marie Valeska. Et puis, vous avez donc Kierniesia, vous voyez où c'est? Kierniesia, c'est la patrie, la petite patrie de Marie. Et puis, vous avez Valivice, qui est donc la patrie de son futur mari, Monsieur Valeski. Alors, je ne vous ai pas dit, mais pour un homme, on dit Valeski, et pour une femme, on dit Valeska. Voilà, bon, je ne vous l'ai pas dit. Alors, et puis là-haut, il y a encore un L là-haut, on n'a pas de chance, Pultusk, Pultusk, Pultusk. Et ça vous dit rien, c'est une bataille entre le maréchal Lannes et Bennigsen. Et ça a été terrible parce que c'était dans la boue, le froid, enfin, tout ce qui va. Et le maréchal Lannes était malade. Mais bon, il a bien manœuvré, il a été admirable, comme toujours. Alors, la Pologne n'existe plus, voilà, il n'y a plus de Pologne. Et donc, on est en 1795, parce qu'après cette révolte, évidemment, les Russes, les Autrichiens et les Prussiens ont fini de manger la Pologne. Alors, au milieu de ces difficultés, il y a un petit réconfort, c'est ce monsieur qui s'appelle Nicolas Chopin. Il va être le précepteur des enfants Latsinska, hein, et il va se marier avec une Polonaise et il aura un fils qui s'appellera Frédéric Chopin. Donc, Marie, elle a eu comme professeur de français Monsieur Nicolas Chopin, et comme professeur de musique, Monsieur Nicolas Chopin également, qui devait quand même avoir des très grosses connaissances en musique, vu la dextérité de son fils. Voilà. Donc Nicolas Chopin, très important.
Et puis elle va partir donc dans une école, dans une pension de filles à Notre-Dame de l'Assomption à Varsovie. Et là donc avec son amie Elisabeth Grabowska, elle parle du nouveau chef de la France. On est en 1800 à peu près. Du nouveau chef de la France, un peu avant 1800, que rien n'arrête et qui va venir chasser les Russes et les Prussiens de leur pays. Dieu est avec Napoléon et Napoléon est avec la Pologne. Là voilà de nouveau. Alors voilà un nouveau portrait. Bon, en 1803, Marie revient de Varsovie et sa mère veut la marier. Elle n'a que 16 ans, mais vous savez, à l'époque, les jeunes filles se mariaient très tôt, ce qui est l'inverse de notre époque. Et donc, elle n'a que 16 ans et elle est ravissante. Madame Latsinska pense que si elle la mariait avec un riche noble, cela arrangerait bien la situation matérielle de la famille. Et voilà. Alors, c'est terrible, mais c'était un mariage évidemment intéressé financièrement de la part de la maman. Enfin bon. Alors ensuite, alors voilà, Valevitze. Donc, leur riche voisin. Alors, vous le savez, il y avait encore le servage en Pologne. Et c'est Napoléon qui a aboli le servage en Pologne. De même qu'il a aboli l'Inquisition en Espagne, le grand Napoléon. Et donc, donc là, il y avait le servage, c'est-à-dire que ce monsieur Waleski, il avait des hectares et des hectares, puis il avait des gens à son service, mais peut-être plus, j'en sais rien, peut-être des milliers de serfs, puisque c'était le servage. Et donc il organise un bal, et à ce bal, la petite Marie, elle danse avec un jeune militaire de son âge. Elle est ravie, et elle se sent amoureuse de ce militaire. Malheureusement, elle apprend qu'il est russe et qu'il s'appelle Souvarov, le petit-neveu du boucher de Praga. Donc, pas question de continuer à se faire draguer par un russe. Parce qu'il faut voir, moi, je connais très peu la Pologne, mais j'ai une belle-fille polonaise. Mais ils n'aiment pas les Allemands, mais ils haïssent les Russes. Oui, voilà. Pour faire simple. Alors, donc ça y est, Anastase Waleski, le futur mari de Marie, il a 70 ans et Marie, elle a 16 ans. Comme quoi, messieurs, tout espoir est permis. Et alors il la demande en mariage, et évidemment, elle aurait préféré quelqu'un de plus jeune. Et elle tombe malade pendant 4 mois, tellement qu'elle est désespérée de la situation. Le mariage a lieu en 1804 dans l'église de Kiernosia, qui existe toujours. Et donc Marie Wasinska devient Marie Waleska. Alors Anastase emmène sa jeune épouse, il est extrêmement riche quand même, et il emmène sa jeune épouse en voyage de noces en Italie. Et donc, il s'appelle normalement, vous voyez, si vous pouvez lire, il s'appelle normalement, non pas Waleski, mais Colonna Waleski. Il a des liens de parenté avec les Colonna d'Italie. Et Marie, donc, a un fils, Antoine, qui va naître le 13 juin 1805. Et donc, ce petit, elle aimerait bien l'élever, mais les sœurs de son mari estiment que Marie est trop jeune pour s'en occuper et l'arrachent à leur mère. Que de déboire, d'une part, épouser un vieux mari et d'autre part, elle ne peut même pas élever son bébé. Il a que 70 ans? Oui, c'est pas beaucoup, oui. Bon. Alors, Marie reporte son amour sur son pays. Vous savez, on dit toujours, Marie Waleska, elle a défendu son pays, elle a défendu la Pologne. Et elle rêve de l'arrivée du grand Napoléon. Donc, vous le savez, en novembre 1806, Napoléon bat les Prussiens, ce qui n'est pas rien. C'est pas souvent qu'on a battu les Prussiens. Donc, bat les Prussiens à Iéna le 14 octobre 1806. Et pendant que le maréchal Davout, le même jour, les battait également à Osterde, voilà. Et puis, donc, les Prussiens vont vers l'Est et les Russes arrivent pour aider les Prussiens. Donc, Napoléon, très logiquement, il rentre en Pologne.
Il rentre en Pologne. Bon, on a vu tout à l'heure les cartes, hein, Poznań, etc. Et il rentre en Pologne. Alors là, il est acclamé. Là, il faudrait faire un film sur l'entrée de Napoléon en Pologne. Là, tenez, on voit son parcours. En bas, là, vous avez Iéna et Auerstedt. Je reconnais que le maréchal Davout a eu tout le mérite, hein. Bon. Et puis, donc c'est pour ça qu'il est rentré, Davout, en premier à Berlin. Et puis, bon, ils finissent de poursuivre les Prussiens, là, à Lübeck. Et puis il va vers Varsovie. Et il arrive, je crois, à Varsovie, Napoléon, enfin, en décembre, en décembre, Murat était arrivé le premier, en 28 novembre, je crois, Murat, qui rentre à Varsovie. Et ensuite, Napoléon en décembre 1806. Voilà. Alors, le 1er janvier 1807, d'après ce qu'on sait, d'après les bouquins, Marie apprend que Napoléon rentre de Pultusk. C'est pour ça que je vous montrais où c'était. Pultusk. Et qu'il va passer au relais de poste de Blognier. Voilà. Alors, enfin, d'après ce qu'elle a dit, parce qu'elle a fait un minimum de mémoire, mais succinctement. Son centre fait qu'un tour, elle demande à une cousine de l'accompagner, et toutes deux partent pour Blognier, où une foule de Polonais exaltés attend Napoléon. Ah bah, vous devez un peu la connaître, cette histoire, non? Regardez-la. Ah ben voilà, j'ai remis la carte pour Blognier, là. C'est environ à 30 km à l'ouest de Varsovie. Alors, arrivée à Blognier, Marie ne sait pas comment approcher Napoléon. Elle interpelle un bel officier. Regardez cet uniforme, messieurs. Un bel officier proche de l'empereur. C'est Duroc. Duroc, le grand maréchal du palais. Duroc qui est l'ombre de Napoléon. C'est-à-dire, il est toujours à côté de Napoléon pour gérer plein de choses. Et on va le suivre, Duroc, hein, parce qu'il va s'occuper de Marie Walewska. Voilà. Alors, j'ai mis 3 mois à trouver cette gravure. Et il a fallu que j'aille chercher sur un site anglo-saxon. C'est en anglais, alors je pourrais vous... Ah bah si, je l'ai marqué. Dessin de Francis Marshall. Il m'a fallu 3 mois. Je me dis, c'est pas possible qu'il n'y ait pas un tableau, une gravure sur ce qui s'est passé à Blognier. C'est-à-dire elle parlait français, très bien. Donc, Duroc s'est dit, tiens, mais qui c'est ces deux femmes-là? Et comme elle disait, amenez-moi vers l'empereur, amenez-moi vers l'empereur. Alors, Duroc l'a prise par le bras, puis l'a amenée au carrosse de Napoléon, à la berline de Napoléon. Et puis là, elle a dit, soyez le bienvenu, 1000 fois le bienvenu sur notre terre. Voilà. Et Napoléon, en compensation, lui a remis un bouquet qui traînait dans sa berline en lui disant, ah ben ma petite, j'aimerais bien vous revoir. Ah ben c'est ça, hein, c'est ça. Mais alors, cette gravure que j'ai cherchée pendant 3 mois, c'est un peu fort, hein, je l'ai trouvée sur un site anglais, et dessin de Francis Marshall. Bon, bref, on n'est pas capable de faire la même chose. Alors là, oui, donc c'est pas Marie Walewska, la gravure non plus précédente, mais là, il y a une série de livres qui donc sont faits par une certaine Gwenaëlle Barusso. Et elle a fait notamment Les Demoiselles de l'Empire pour les jeunes pour les jeunes filles surtout qui ont une dizaine d'années, les petites filles, les jeunes filles, voilà. Et donc cette Barusso, vous allez la connaître parce que avec Philippe de Villiers, ils vont sortir en avril une revue qui va s'appeler Le Panache. Non, vous n'êtes pas au courant, hein? Heureusement que je suis là, hein, Jean-Claude. Et alors donc Le Panache à partir d'avril, et elle est très bonne écrivaine, maintenant on dit écrivaine, Gwenaëlle Barusso. Donc je vous ai mis la couverture d'un de ses livres qui s'appelle Blanche, là, voilà. Je trouvais que c'était sympa de mettre ça. Donc Marie, timide et réservée par nature, est tout étonnée de son audace. Pour elle, le rêve et la réalité sont soudainement confondus, parce qu'elle rêvait de Napoléon. Alors, donc maintenant, à peine arrivé à Varsovie, Napoléon charge Duroc de retrouver cet ange blond.
Et alors, un peu compliqué parce qu'elles étaient déguisées, les deux femmes. Enfin bon, mais elles avaient une certaine distinction. Donc Napoléon s'est dit, oh, mais c'est pas des paysannes, hein, c'est autre chose. Et donc Duroc en parle à Joseph Poniatowski, le futur maréchal Poniatowski, hein, qui a été fait maréchal, je sais pas, 3 jours, je crois, avant Leipzig. Vous savez. Donc, ils parviennent à identifier la jeune femme et donc on demande à Marie, enfin tout le monde demande à Marie de se rendre à un bal qu'organise Poniatowski. À l'époque, il y avait énormément de bals. Maintenant, il y en a plus, hein. Bon, enfin bref. Et alors voilà ça existe toujours. La maison du prince Poniatowski, hein. Donc, parce que son oncle était le dernier roi de Pologne. Comment vous dire? Il s'appelait Auguste Poniatowski, mais j'oublie un prénom. Euh, bon, alors donc, on joue la corde de son patriotisme à Marie. On lui fait comprendre à demi-mot qu'elle doit se sacrifier si on veut que Napoléon rétablisse la Pologne. Elle doit se donner à l'empereur si on veut que Napoléon rétablisse la Pologne. Et même son mari, qui a 70 ans, flatté de voir l'importance prise par sa femme, s'en mêle pour la faire céder. Alors elle accepte quand même d'aller au bal de Poniatowski. Alors voilà notre grand Napoléon, ce qu'il écrit. Enfin, il était fort pour écrire des lettres d'amour, hein. Je n'ai vu que vous, je n'ai admiré que vous, je ne désire que vous. Une réponse bien prompte pour calmer l'impatiente ardeur de... Et puis un grand N au bas de la plage. Alors elle est un peu choquée, hein. Vous savez, ah ouais, elle est un peu choquée. C'est le message que Marie reçoit, donc le lendemain du bal. Il est accompagné d'un énorme bouquet de fleurs. Le messager demande une réponse et comme elle est choquée, elle répond, il n'y a pas de réponse. Bon, ah voilà, j'ai mis un tableau qui est pas mal, une femme qui lit un message. Jean Raoult. Ah, ça se corse, disait Napoléon. Alors là, donc là, donc là, c'est un film. La photo, là, c'est la photo d'un film qui a été tourné en 1937 par un réalisateur américain ou anglais, je ne sais plus, qui s'appelle Brown. Clarence Brown. Et donc, vous voyez à gauche Marie Valeska, dont le rôle est joué par Greta Garbo, carrément, et Napoléon, dont le rôle est joué par Charles Boyer. Ce film s'appelle Conquest. Conquest. Conquest? Ouais, ça va. Bon, donc elle va craintive au bal et organisé par Talleyrand, c'est un autre bal, hein, il y avait des balles à n'en plus finir. Toute la société remarque que l'empereur l'invite à une contredanse. Voilà, ouais, devant tout le monde. Alors les billets doux se multiplient, elle les montre quand même à son vieux mari, vous voyez. Alors, est-ce sa religion profonde qui lui interdit de faire le pas? Est-ce le serment de fidélité qu'elle a prêté à son mari? Napoléon est décontenancé, il n'a jamais vu une telle résistance. Pourtant, il en a vu des choses, hein. Eh ben non. Alors, finalement, deux dames proches du prince Poniatowski, ainsi que son frère, vont convaincre Marie de se rendre un soir au palais royal. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, hein, le palais royal de Varsovie, il est là, hein, vous voyez. Là, il y a la cathédrale Saint-Jean. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est la place principale, disons, de Varsovie. D'après les mémoires de Constant, donc elle arrive discrètement par une porte dérobée au palais où se trouve Napoléon. Elle arrive en pleurant, elle pleure tout le temps de l'entretien et elle repart en pleurant. Mais Napoléon lui fait promettre de revenir. C'est mal barré, hein, enfin bon. Bon, enfin. Et elle revient effectivement au palais royal 3 jours plus tard et elle défaille dans les bras de Napoléon qui ne peut retenir sa pulsion sexuelle vis-à-vis d'elle. Mais j'ai pas de photo, hein. Et donc, ouais. Non, mais bon, certains disent qu'elle a été, elle était dans les vapes, hein.
Bon, alors il en a profité un peu, quoi. Enfin bon. Et alors, j'ai mis heureusement pour l'empereur qu'à l'époque il n'y avait pas trop de féministes. Sinon, il se serait fait engueuler, hein. À partir de ce moment, non seulement Marie ne va pas se comporter en femme outragée, elle aurait pu, mais encore elle va s'attacher tendrement à Napoléon. Bon, alors il aurait fallu là que je fasse toute une flopée de paroles sur la psychologie féminine, mais j'ai pas le temps, hein. Bon. Hmm. Bon. Alors, jusqu'à la fin du mois de janvier, les amants vont se voir tous les jours en cachette, hein, par la porte dérobée du palais royal de Varsovie. Mais le général russe Bennigsen a repris les hostilités au nord de la Pologne. Et donc, Napoléon quitte Varsovie le 30 janvier 1807. Les 7 et 8 février, c'est une date, hein, c'est la bataille d'Eylau. Et dans le froid, dans la neige et dans la boue. Début avril, Napoléon s'installe au château de Finkenstein. Alors là, vous avez une carte de l'emplacement des différents corps d'armée, vous voyez. Bon, c'est même encore une carte anglaise, hein, je vous. Oh, hein. Bon, enfin bref. Et donc continuons. Alors, après Hello, en avril, il remonte un peu vers le nord, là, en direction de Gdansk, Danzig, et il cherche un château pour s'installer avec son état-major et puis un minimum de troupes. Et donc, il trouve ce château qui s'appelle à l'époque Finkenstein. Finkenstein. Et vous, si vous avez la correspondance de Napoléon, j'ai celle du Second Empire, là, et donc il y a beaucoup de lettres écrites de Finkenstein. Voilà. T'en as 14. Tu les donnes à Tournon. Et alors, donc, Napoléon dira enfin un château. Voilà Finkenstein avant 1945, parce que les Russes vont passer par là. En 45. Oui, parce que c'était un nom allemand. Alors, Finkenstein, c'est un nom allemand. Enfin bon. Donc, vous allez voir. Regardez, il y avait un parc, hein, c'était bien, hein. Et donc, Marie, elle accepte de venir voir Napoléon qui s'embête comme un rameur à Finkenstein. Et elle accepte de venir, c'est-à-dire de rompre avec son passé et de ne plus pouvoir revenir en arrière. Et Napoléon et Marie vont vivre pendant près de 2 mois les plus beaux jours de leur amour. Pardon. Et voilà encore une photo de Finkenstein. Vous savez, cette région, il y a plein de lacs. Enfin bon, il n'y a pas de montagne et il y a plein de lacs. Marie est fascinée par l'activité déployée par Napoléon et son caractère passionné et héroïque. Ils mangent chaque jour tous les deux ensemble. Marie regarde les revues militaires derrière les volets des fenêtres, parce qu'elle est là en cachette un peu, là aussi, hein. De toute façon, toute sa vie, elle va être en cachette. Bon, enfin bref. Seul Duroc, notre fameux Duroc. Constant, donc le valet de chambre, Constant. Roustan, son garde, voilà. Et Menneval, son secrétaire, hein, sont dans le secret de la présence de Marie à Finkenstein. Enfin, en lisant les mémoires de la comtesse Potoczka, là, j'ai vu que tout Varsovie savait que Madame, enfin bon, que Madame Valeska était avec Napoléon. Enfin bon. Alors, début juin, Napoléon doit partir au combat pour en finir avec les Russes. Le 14 juin, et souvent c'est 14, hein, il y a 14 octobre, 14 juin, donc c'est comme Marengo. Voilà, 14 juin. Le 14 juin, c'est la victoire, alors là c'est une vraie victoire de Friedland, qui oblige le tsar à négocier. En juillet, c'est le traité de Tilsit et la création du Grand-Duché de Varsovie. Alors voilà, Napoléon ressuscite une petite Pologne. Voilà, en 1807, on est en 1807. Et puis il rentre en France en faisant promettre à Marie qu'elle viendra à Paris. Voilà. Alors, quand même, il y a 7 mois de séparation, hein. Là, on est en juillet 1807. Elle vient à Paris en février 1808. Hein. Duroc l'installe dans un hôtel, bon, 2 rue de la Houssaye, aujourd'hui rue Taitbout, pour ceux qui connaissent Paris.
Mais je crois que ça a été démoli, cet hôtel. Marie se fait discrète, Napoléon vient la voir. Duroc l'accompagne au théâtre. Quand Napoléon part pour Bayonne, parce que vous savez que début 1808, il a fallu régler les affaires d'Espagne. Et donc, il va partir pour Bayonne, sans emmener Marie Walewska, hein, évidemment. Et donc, Marie préfère rentrer en Pologne. Les Allemands vont rester 16 mois sans se voir. 16 mois, ce coup-là. Là, il y avait 7 mois, puis maintenant, c'est 16 mois. Et on arrive donc au bout des 16 mois, c'est-à-dire Wagram. 5 et 6 juillet 1809. Ce n'est qu'au lendemain de Wagram que Napoléon demande à Marie de venir le rejoindre à Vienne. Donc, Duroc, toujours un homme dévoué, hein, Duroc. Le Duroc loue pour Marie une maison à Mödling, dans les faubourgs de Vienne. Pendant 3 mois, Napoléon et Marie retrouvent l'intimité qu'ils avaient eue à Finkenstein. Voilà. Très vite, Marie attend un enfant de Napoléon. Napoléon en est d'autant plus ravi qu'il doutait encore de sa capacité à enfanter. Parce qu'il avait eu, vous savez, avec de la Plaigne, Éléonore de Nuel et vous connaissez Éléonore de Nuel de la Plaigne? Il avait eu, il avait eu un enfant qui était qui est pas intéressant quoi, par la suite. C'est le comte Léon, mais il a fait les pires bêtises après. Et donc, et puis comme c'était Éléonore de Nuel de la Plaigne, il n'était pas, comment dire, n'était pas très sage. Bon, eh bien, il n'était pas sûr que ça soit lui le père. Et bon, alors, donc là, avec Marie Walewska, il est sûr que c'est lui le père. Vous voyez? Alors, il fait venir le médecin, Corvisart, son médecin personnel, Corvisart. Il le fait venir à Vienne. Et en novembre, Napoléon se prépare à entrer à Paris, bien décidé à divorcer, puisque maintenant il sait que si le couple Napoléon-Joséphine n'a pas d'enfant, c'est pas de sa faute. Avant qu'il ne parte, Marie lui remet une bague contenant une mèche de ses cheveux et les mots « Quand tu cesseras de m'aimer, n'oublie pas que je t'aime ». C'est pas beau, ça? Ça, c'est beau. Alors là, j'ai failli l'enlever, ce tableau-là. Encore que ça doit être une miniature, parce qu'Isabelle est spécialisée dans les miniatures. Et j'ai failli l'enlever parce que Marie, elle avait des yeux bleus. Je comprends pas ce qui lui est passé par la tête à Isabelle pour mettre des... Enfin bon, il est complètement raté, ce tableau. Alors, à l'issue de la double campagne de Napoléon, on est à Wagram, hein, donc Napoléon en Autriche, et Poniatowski, il faut pas l'oublier, en Pologne, hein, parce que c'est lui qui a récupéré justement ici, là, c'est-à-dire la région de Cracovie, et voilà. Et donc, Napoléon, il a grandi, vous voyez, tout à l'heure c'était ça, et maintenant c'est tout ça. Tout ce qui est en orange, rose, là, je ne sais pas comment dire. Voilà. Le Grand-Duché de Varsovie s'agrandit. Alors, il rentre à Paris, Napoléon, on est fin 1809, et il dit à Joséphine qu'il veut divorcer, bon, parce qu'il veut créer sa dynastie. Et Marie le sait, et elle s'efface en rentrant en Pologne, encore une fois, pour ne pas gêner Napoléon, qui cherche une princesse de sang royal, soit une princesse russe, soit une princesse autrichienne. Pauvre Marie qui doit, regardez ça je l'ai trouvé dans un bouquin, pauvre Marie qui doit accepter tout à la fois d'être femme adultère, ce qui n'est pas rien pour elle, enceinte de son amant, lequel veut en épouser un autre. Une autre. Faut pas nous faire peur. Alors, elle a un petit qui s'appelle, Jean-Claude en a parlé, et le 4 mai 1810, Marie couche d'un petit Alexandre. Ah, alors, elle est en Pologne et elle accouche même chez son mari. Ouais, à Walewice. Et regardez je sais pas si c'est une photo, ça. Non, non, ça doit être une gravure. Donc, Alexandre Waleski, regardez comme il ressemble à Napoléon. Son mari, grand seigneur, a accepté que le fils de Napoléon naisse dans son château. Et pendant ce temps, Napoléon commence son long voyage de noces avec Marie-Louise en Belgique et en Hollande. Le 3 septembre, Napoléon écrit à Marie pour lui demander de venir à Paris une fois qu'il a fini
de voir Marie-Louise, il demande à Marie Walewska de venir à Paris. Alors, donc, l'épouse polonaise de Napoléon revient à Paris fin novembre 1810. 1810. Marie retrouve son hôtel particulier de la rue de la Houssaye, mais en plus, dans l'euphorie de la naissance de son héritier, le roi de Rome, son héritier, le roi de Rome, né le 20 mars 1811, Napoléon procure à Marie une résidence campagnarde à Boulogne-Billancourt, qui existe toujours, 7 rue de Montmorency. Donc, on peut aller la voir, cette résidence de Marie Walewska, à Boulogne, enfin à l'époque on disait que Boulogne, je pense. Boulogne, 7 rue de Montmorency. Regardez l'intérieur de la résidence. Donc Marie est reçue dans la société parisienne. Napoléon apprécie sa discrétion et le doute qu'elle entretient sur leur relation. On ne sait plus s'ils sont amants ou s'ils sont plus amants. Pauline et Hortense sont parmi ses amis. Ah, la belle Pauline qu'on a vue hier. Hein, bon. Et elle est le point de ralliement de la Société polonaise de Paris, évidemment. Et voilà, alors ça, c'est le plus grand tableau qu'on ait de Marie Walewska, fait par Gérard en 1810, 1811. J'ai même pas pu déterminer tout à fait la date du tableau, mais bon, très, très beau tableau, avec sa robe de velours noir. Voilà. Mais depuis décembre, alors là, hélas, je parle des relations entre la France et la Russie. Le tsar n'accepte plus les conditions du traité de Tilsit. Il n'accepte ni le blocus continental, ni l'existence du Grand-Duché de Varsovie. Et en avril 1812, il somme Napoléon d'évacuer les territoires à l'est de l'Elbe. Alors j'ai marqué ça parce que on accuse toujours Napoléon d'avoir attaqué la Russie. Alors, oui, c'est vrai, bon, c'est vrai. Mais c'est plus compliqué que ça. Il y avait, d'après les rapports du maréchal Davout, hein. Les Anglais, ils payaient, ils envoyaient des... Oui, je pense que le tsar était soudoyé par les Anglais. Et d'après les rapports du maréchal Davout, il y avait 3 armées russes qui étaient aux portes de la Pologne. Alors Napoléon, on le connaît, il attaque le premier. Donc, le 5 mai, avant de quitter Saint-Cloud, Napoléon octroie à son... Alors, regardez, malgré les ennuis qu'il a, il octroie à son fils Alexandre, qui est féconde en plus, un ensemble de biens immobiliers situés dans le royaume de Naples et à Marie la jouissance des revenus de ceux-ci. C'est ce qu'on appelle un majorat, ça. On fait un don de biens immobiliers. Dans le royaume de Naples. Rappelez-vous, passez Murat là-bas. Fin juin 1812. Ah oui, alors, bon. Alors que Napoléon entre en Russie, Marie retourne en Pologne pour faire prononcer son divorce. Le 24 août, elle obtient sa séparation officielle d'avec son vieux mari, Anastase. À l'affût des nouvelles de Russie, petit à petit, les gens de Pologne là, comprennent que les choses ont mal tourné. Alors qu'ils avaient mis tout le paquet, hein, les Polonais, hein, en Russie. Avec Poniatowski, il y avait tout un corps d'armée. Hein. Et le 10 décembre, Napoléon et Caulaincourt passent en traîneau, vous le savez ça. Il y a une relation de Caulaincourt en traîneau avec l'empereur. D'ailleurs, ça doit être ce livre-là. Ça, c'est Napoléon avec Caulaincourt. Donc, il passe à Lowitz, c'est-à-dire je sais pas, à 10 km de là où se trouve Marie Walewska. Et Napoléon aimerait bien peut-être lui dire bonjour à Marie. Et Caulaincourt lui dit oh, ça serait mal vu par l'armée qui souffre, qui est dans un état lamentable. Si en plus vous allez voir votre maîtresse, ça va être mal vu. J'avoue que je suis partagé là. Non, mais bon, quand on passe à 10 km, enfin bon. Il faut qu'on avance. Alors, ah oui, alors, Lowitz, c'est pour ça que je vous ai mis la carte, c'est là Lowitz. Kiernosia, la maison natale de Marie, et Walewitz, là où son mari se trouve. Alors, mais là, je suis un peu vers la fin, malheureusement. Là, 1813, la Pologne perdue, les défections et les malheurs se succèdent. Donc, Marie va prêter de l'argent au prince Poniatowski, à Joseph Poniatowski,
pour qu'il reconstitue son armée. Et puis elle rentre à Paris, puisque les Russes arrivent. Fin 1813, elle apprend, écoutez ça, fin 1813, elle apprend que le grand maréchal Duroc a été tué lors de la bataille de Bautzen. Bon, vous savez, par un boulet de canon qui a rebondi plusieurs fois, qui avait tué avant un général Kitchener, je ne sais plus comment il s'appelait. Bon, et fin octobre 1813, elle apprend que le prince Poniatowski est mort à la bataille de Leipzig. Regardez, il y a un tableau de Horace Vernet. Il est mort noyé dans les eaux de l'Elster en traversant. Et comme je disais tout à l'heure, il venait d'être nommé maréchal de France. Le seul maréchal étranger. 1814, regardez le fameux tableau de Meissonnier. Voilà, le fameux tableau de Meissonnier. D'ailleurs, on peut voir le maréchal Ney, là. À côté, vous avez Berthier, là. Et derrière, vous avez Flao de la Billarderie, qui draguait la comtesse Potowska et surtout qui draguait Hortense de Beauharnais. Flao de la Billarderie, le fils de Talleyrand. Le fils de Talleyrand. Vous le savez, enfin bon, on n'a pas le temps. Mais bon, au début de l'année, donc Napoléon, prévoyant la défection trahison de Murat, fait préparer une nouvelle donation en faveur de son fils Alexandre. Je vous ai dit tout à l'heure, et il avait donné des biens dans le royaume de Naples. Et Murat est en train de trahir. Et donc il fait faire une nouvelle donation et il fait également acheter pour lui l'hôtel de Saint-Chamand, rue Chantraine, 48 rue de la Victoire, qui existe toujours, mais ça a été remanié quand même. Alors c'est une date, le 14 avril 1814. Donc Napoléon a dû signer son premier acte d'abdication le 12 avril 1814. Et donc Marie, qui est à Paris, elle accourt à Fontainebleau pour essayer de réconforter l'empereur. Et elle attend toute une soirée et toute une nuit dans une petite antichambre à côté de là où se trouve Napoléon, qui vient normalement d'essayer de se suicider, vous le savez ça. Voilà. Malgré les insistances de Constant, Napoléon ne la fait pas entrer. Et Marie repart elle repart au petit matin sans avoir vu Napoléon. Alors, vous connaissez ça, les adieux de Fontainebleau. Je vous l'ai mis parce que là, il y a un homme ici. Vous voyez? Eh bien, ça va être le futur mari de Marie Walewska. Il s'appelle le général d'Ornano. Et il est sur le tableau ici. Le général d'Ornano. Alors, début juillet 1814, c'est encore une photo du film Conquest. Début juillet 1814, Marie part pour l'Italie. Et le 1er septembre, elle débarque avec son fils sur l'île d'Elbe. Napoléon la reçoit, là encore, en catimini. Napoléon la cache à l'Ermitage au-dessus de Marciana, pour ceux qui sont allés à l'île d'Elbe, à la Madonna del Monte. Il ne veut pas que la visite de Marie se sache, parce que, soi-disant qu'il y avait des gens qui commençaient à dire « Tiens, il y a Marie-Louise qui est là avec le petit roi de Rome. » Ça correspondait un peu. Il y a Marie Walewska avec le petit Alexandre. Donc, il s'est dit alors, voilà. Donc, elle repart au bout de 2 jours, la pauvre. Alors là, par contre, j'aime beaucoup ce tableau, mais c'est pas un tableau à mon avis, c'est sur porcelaine, parce que Marie-Victoire Jacotot, qui est une femme peintre, elle peignait sur porcelaine. Et là, je pense que ce visage est très proche de celui de Marie Walewska. Les yeux bleus, les cheveux blonds, la douceur qui émane de son visage. Je pense que c'est très réussi, ça. Début mars 1815, Marie, qui est à Naples, apprend que Napoléon s'est enfui de l'île d'Elbe. Vous suivez les grands événements d'histoire. Donc, elle remonte de suite sur Paris. En juin 1815, elle voit 3 fois Napoléon. Alors, le 11 juin à l'Élysée, il lui donne des conseils financiers. Le 21 juin, donc, c'est 3 jours après le 18 juin, le 21 juin. Donc, c'est 3 jours après Waterloo. Elle accourt auprès de lui à l'appel du malheur. Elle est quand même sympa.
Et le 28 juin, elle est à la Malmaison avec les derniers fidèles pour un dernier adieu. Il y a Hortense de Beauharnais, enfin bon. Et donc, c'est terrible, terrible. Et il part à Sainte-Hélène. Alors, oui, je vous ai présenté tout à l'heure sur le tableau de Horace Vernet, c'est ça? Je ne me rappelle plus. Oui, les adieux de Fontainebleau. Il me semble que c'est Horace Vernet. Et je vous ai présenté donc le général d'Ornano. Depuis 2 ans, Philippe-Antoine d'Ornano faisait une cour discrète à Marie. Depuis 2 ans, mais juste des petites lettres, hein. Celle-ci, toujours amoureuse de Napoléon, n'y prêtait qu'une attention polie. Mais 2 événements vont la rapprocher du cousin de Napoléon, parce que c'est un cousin de Napoléon, hein. Je pourrais vous donner l'arbre généalogique. La mort de son mari, donc 2 événements la rapprochent de D'Ornano. La mort de son mari Anastase, qui est mort en 1815, et l'exil de Napoléon à Saint-Étienne. Oh. Excusez-moi. Ah, je suis désolé, hein. Enfin, bon. À Sainte-Hélène. Bon, alors donc Marie se marie avec D'Ornano le 7 septembre 1816. Non, à Bruxelles. Il se marie à Bruxelles. Parce qu'il avait été obligé de s'éloigner un peu. Donc 1815, les napoléoniens, les bonapartistes, ils étaient obligés de quitter un peu la France quand même pendant quelque temps. Et ils ont un fils, Rodolphe, né le 9 juin 1817, donc un fils de Marie, hein. Donc Marie a eu un fils de son premier mari, le vieux Waleski, Antoine. Elle a eu un fils de Napoléon, Alexandre, et elle a eu un fils de D'Ornano, donc elle a appelé Rodolphe. Mais Marie tombe malade, écoutez bien ça, elle tombe malade et 6 mois plus tard, le 11 décembre 1817, elle meurt à Paris, à l'âge de 31 ans. Son mari, le général d'Ornano, inconsolable, ne se remariera jamais. Napoléon III fera de D'Ornano un maréchal de France en 1861, le jour de la translation descente de Napoléon dans le caveau des Invalides, quoi, parce qu'il voilà, dans le comment on dit, dans la crypte des Invalides. Bon, on a fini. Alors, le fils de Napoléon et de Marie, Alexandre, il sera ministre des Affaires étrangères de Napoléon III, hein, et il aura successivement 3 femmes, et il a des descendants, hein. Donc, Lady Catherine Montagu en français, bon. Et la comédienne Rachel. La comédienne Rachel, elle était très connue au XIXe siècle. Donc, avant Sarah Bernard, il y a eu Rachel. Et puis, Marianne Di Ricci, voilà, une Italienne. Vous voyez, 3 femmes distinguées, hein. Voilà. Il faut dire que le fils de Napoléon a été distingué aussi. Le voilà. Regardez, on dirait Napoléon. Ah, on dirait Napoléon, hein. Bon, on a pratiquement fini. Voilà le tombeau des D'Ornano au cimetière du Père-Lachaise. Vous voyez, famille d'Ornano. Et c'est là que se trouve le cœur de Marie. Parce qu'elle a dit à ma mort, je souhaite que mon corps retourne en Pologne, mais je demande que mon cœur reste en France. Et voilà, j'ai fini. Pauvre Marie, qui a tout donné à Napoléon et tant attendu de lui pour son pays, la Pologne. Quel exemple d'abnégation et de sacrifice. Et vous voyez, là j'ai voulu, bon, c'est un tableau d'un Suédois, Nils Wadenstein, et donc je trouve que c'est magnifique ce tableau. C'est un tableau qui date de 2019, et je me suis dit, tiens, il ferait bien pour illustrer Napoléon en hussard et la Pologne, les pieds dans la boue. Voilà, je vous remercie. Merci Henri.